Au menu cette semaine, on parle des joueurs éligibles dans la LHJMQ au prochain repêchage. On s'entretient avec notre bon ami et journaliste Alexandre Régimbal et on parle à l'espoir des Canadiens de Montréal, nul autre que Joshua Roy. 16 novembre 2021, bienvenue à notre édition du podcast La Relève, édition un peu mouvementée. Comme à l'habitude, Anthony, Nicolas et Martin sont avec vous, mais cette semaine, deux autres invités, Alexandre et Joshua. Tout d'abord, messieurs, vous m'en voudrez pas trop si je souhaite la bienvenue à Joshua. Merci d'être avec nous. Yes, ça fait plaisir. Là, Joshua, je te dirais, je me sens un peu imposteur parce que tu as des connexions avec déjà pas mal tout le monde, sauf moi. J'ai même entendu dire que tu as joué au golf avec Marty ou je sais pas trop, là. Oh, pas là, mais pas mes talents de golfeur, là, c'est peut-être le sport où je suis pire. Joshua était très, très, très excellent. On a des preuves sur vidéo. Nick et deux autres, je sais que vous êtes d'excellents joueurs de golf. N'essayez même pas d'affronter Josh. Honnêtement, c'était facile. Habituellement, on le s'entend en télé. Là, tu reprends plusieurs shots de caméra pour faire bien pareil. Mais Josh a été facile. 2 ou 3 shots. Puis c'était toujours déroulé, là, toujours dans la coupe. Puis super facile. Anthony, ce que tu dois savoir sur cette journée-là, d'abord et avant tout, Josh est un des gars hyper facile à travailler. Là. J'ai fait plusieurs reportages avec lui ou des entrevues. Là. C'est vraiment un charme de travailler avec un gars comme Joshua Roy. Mais cette journée-là, Josh, tu vas sûrement t'en souvenir, j'étais vraiment malade. Là. Je filais pas. Là. J'avais besoin de... puis Martin était avec moi, une chance bien, puis il a pu compléter le tournage parce qu'à un moment donné, il a fallu que j'aille m'asseoir. Puis j'ai demandé à Martin de prendre des shots de Joshua Roy qui jouait au golf. C'est un reportage qu'on a fait pour Kubota cet été. Ça n'a pas été mon moment le plus glorieux, mais au final, le reportage avait du sens et on pouvait apprécier là, les qualités de golfeur là, de Joshua Roy qui n'a pas que des talents sur la glace, je peux vous dire ça. Pour ma part, moi j'ai parlé à Joshua, je pense... peut-être un mois ou 2-3 semaines, on avait parlé de son début de saison. J'avais fait un texte pour TVA Sport. Puis honnêtement, j'ai beaucoup de respect pour Joshua. Il a été très honnête. Il a avoué qu'en arrivant à Sherbrooke, il avait vu qu'il y avait des trucs qui ne fonctionnaient pas. Il s'est pris en main, perdu beaucoup de poids. Il est beaucoup plus en forme qu'il était l'an passé. Fait que moi, j'ai beaucoup de respect pour ça. Puis on voit les fruits qu'il récolte là, depuis le début de la saison. C'est assez évident la différence que ça fait. Et je me demande, est-ce que ça avait été bien reçu l'article, là, Josh? Ouais, écoute, ça avait été number one. Écoute, tu n'as pas remarqué ce que j'avais dit. Là. Parfait. Tu vois comment Joshua il est gentil, il n'est pas pour te planter en ondes directement. Il va le faire après ou pas? Bon, Joshua, on a parlé de tes qualités de golfeur, mais j'aimerais ça qu'on parle un peu plus du joueur de hockey. C'est un peu pour ça que tu es ici aujourd'hui. Bon, c'est pas un secret pour personne. Tu connais toute une saison dans la LHJMQ. Tu es présentement meilleur pointeur de la Ligue. Qu'est-ce qui fait en sorte que tu es rendu à ce niveau-là? Qu'est-ce que tu as changé dans ta game pour en arriver à un niveau aussi élevé cette année? Ben, tu sais, je pense que c'est vraiment mon été. J'ai vraiment travaillé fort tout le long de l'été. Tu sais, j'ai mis les bouchées doubles tout l'été. Puis, tu sais, j'étais arrivé ici à Sherbrooke l'année passée un peu moins en forme. Puis, écoute, j'étais arrivé au camp au début de l'année ici. Tu sais, j'étais vraiment en forme. Fait que je pense que c'est vraiment ça qui fait en sorte de mon succès en ce moment là. Puis, tu sais, mine de rien, Sherbrooke, l'année dernière, avait quand même, je dirais pas des difficultés, mais c'était une année plus difficile pour la formation. Là, vous êtes présentement premier au classement. Ça doit se ressentir, ça, dans le vestiaire. Vous devez être satisfait du travail que vous avez réussi à apporter depuis le début de la saison. Oui, vraiment. Écoute, l'année passée, on a eu une saison plus difficile un peu. Cette année, les gars, l'ambiance dans la chambre, c'est vraiment incroyable. On est tous des chums. Je pense que notre chimie d'équipe est vraiment grosse. Fait que, je pense que c'est une de nos raisons pourquoi on gagne. Mais c'est quoi les objectifs de Joshua Roy maintenant cette année? Est-ce que c'est « j'aimerais ça finir au premier pointeur de la LHJMQ » ? Est-ce que c'est vraiment juste le titre? Est-ce que c'est juste me préparer le plus possible pour faire le saut chez les pros l'an prochain? Dans la tête de Joshua Roy, c'est quoi qui est écrit sur le board, là? Ben, tu sais, je te dirais que je suis vraiment pas quelqu'un qui me met des objectifs de points ou de me définir premier pointeur, mais tu sais, je pense que c'est vraiment de travailler fort et vraiment d'améliorer ma game pour monter au prochain niveau. Tu sais, je pense que chaque jour que je me présente à l'arena, tu sais, j'essaie de donner mon 100% pour tu sais, tout le temps finir la journée puis être un peu meilleur puis pour pouvoir un jour jouer dans NHL. Fait que l'an prochain, mettons, dans un monde idéal, là, tu te vois porter les chandails du Rocket.
Ben, c'est sûr que dans un monde idéal, j'aimerais ça, mais je vais y aller étape par étape. Je vais travailler fort. Je vais finir l'année à Sherbrooke, je vais travailler fort, puis je vais avoir une grosse été l'année prochaine, puis on va voir ce qui arrive pour le reste. De toute façon, je pense que Joshua va retourner. En tout cas, je pense qu'il n'est pas admissible d'aller dans la Ligue américaine la saison prochaine. Là. Ça va être LHMQ ou LNH, là, mais c'est sûr qu'il y a encore des matchs en fin de saison, mais quand même. Là. En effet, Joshua, c'est un peu un secret de polichinelle. Là. Je pense que chaque petit gars qui vient du Québec rêve un jour de porter le chandail du Canadien de Montréal. À moins d'être un fan des Bruins, là, ce qui peut arriver à l'occasion, mais je pense que dans la majorité des cas, c'est vraiment l'équipe, le Canadien de Montréal. Qu'est-ce que ça t'a fait d'entendre ton nom prononcé par l'Organisation des Canadiens au repêchage? Honnêtement, c'était incroyable. Écoute, comme tu as dit, la plupart des Québécois, les Canadiens, c'est leur équipe. Fait que moi, j'en faisais partie. Puis, toute ma famille, pas mal, sont des fans du Canadien. C'est l'équipe qu'on regarde à la TV depuis qu'on est jeune. Fait que quand on était chez nous pour le repêchage, puis quand on a vu que c'était Canadien, tout le monde était heureux. C'était incroyable comme feeling. Hey Joshua, avais-tu une idée que les Canadiens pouvaient te sélectionner par hasard? Est-ce que tu avais eu vent quelque chose? Ouais, mais j'avais eu quand même un bon feeling avec eux. Puis, mais tu sais, honnêtement, avant le repêchage, tu m'avais dit quelle équipe tu penses. Je t'aurais dit, je sais pas, parce que je savais vraiment pas quelle équipe qui allait me repêcher. Là. Ouais. Non, parce que je me souviens justement, lorsqu'on est allé te voir à Saint-Georges-de-Beauce, je pense que c'était la semaine précédente le repêchage, puis je sais qu'il nous l'avait dit un peu. Ah, j'ai eu des discussions avec les Canadiens, ils semblent plus intéressés qu'ils l'étaient au fur et à mesure de la saison. Je sais pas trop qu'est-ce que ça donne, mais c'est comme quoi parfois le feeling est toujours bon là, par hasard. Là. Ouais, c'est vrai, j'avais eu un bon feeling avec eux. Mais est-ce que c'est ça? Ouais. Tu viens de le dire, Joshua, tu as été sélectionné, mais tu l'as appris dans ton salon. Tu sais, quand tu as commencé ta carrière de joueur de hockey, tu devais espérer qu'un jour, tu te déplaces au repêchage, sur place, le stage puis tout. À cause de la COVID, tu as été privé de ce moment-là. Comment t'es-tu senti voler un peu? T'es-tu vraiment déçu de ne pas avoir pu vivre le moment pleinement, d'être sur place pour vivre le repêchage? Ben, c'est sûr que ça aurait été super le fun d'être sur place, mais écoute, j'ai eu mes amis, ma famille, tout le monde qui était avec moi qui était là présent. Fait que j'ai vécu c'était un moment incroyable pour être. Je ne sais pas comment ça aurait été en vrai, mais je ne peux pas demander mieux comment ça s'est passé au repêchage. Tu as participé au vrai camp pendant un petit bout de temps, Joshua. Tu n'as pas eu un match préparatoire, mais tu as quand même côtoyé les joueurs du grand club. T'sais, on a tous été starstruck au moins une fois dans notre vie. Est-ce qu'il y a un joueur des Canadiens que tu as vu vraiment en chair et en os de proche, puis tu as été comme wow, c'est la LNH, c'est là, puis je suis impressionné. Là. Ben, tu sais, Anderson, il m'a vraiment impressionné. Ouais. Même quand on le regardait à la TV, j'étais comme crème, il est bon, mais vraiment en vrai, sur la glace, c'était comme c'est une coche. Il est énorme, là, c'est une bonne pièce. Puis, il est vraiment bon, il m'a vraiment impressionné. Il est énorme, puis tu le vois patiner à cette vitesse-là, avec ce gabarit-là, puis t'es comme tabarouette. Ça défie les lois de la physique un peu. Là, c'est incroyable. Hey, je me demandais, est-ce qu'il y a un vétéran des Canadiens qui a pris la peine d'aller vous voir les recrues pour. Puis je sais qu'il y a tellement de joueurs, ce serait normal qu'il n'y ait pas nécessairement le temps, mais est-ce qu'il y a un vétéran qui est venu vous s'assurer de voir si vous alliez bien, qui s'est simplement présenté? Est-ce qu'il y en a un? Ouais, non, pas vraiment. Tu sais, mettons, t'es croisé, tu disais salut, ça va tout, mais il n'y en a pas qui sont venus vraiment nous parler beaucoup. Tu sais, ils parlaient plus, mettons. Il y avait des gars de la AHL qui le parlaient vraiment, mais sinon, nous, mettons, les gars juniors, ça n'allait pas arriver. En tout cas, tu as laissé. Vas-y, Morgan. Ouais, ben, je voulais simplement dire, j'imagine aussi que les Québécois, tu as souvent parlé de Raphaël Harvey-Pinard qui t'avait un peu pris sous son aile, etc. Ben, et je veux dire, c'est normal qu'entre Québécois, je pense qu'il y a toujours un support supplémentaire, si tu veux. Là. Ouais, c'est ça. Puis, on se connaissait déjà un peu par nom, fait que. On était des Québécois, fait que durant tout le camp, pas mal, la plupart des Québécois, Simoneau, Desruisseaux, on était pas mal tous ensemble. Là. Ça devait être spécial quand même de passer d'une année où est-ce que personne dans les estrades a joué un match blanc contre rouge avec peut-être 7000 personnes dans les gradins, puis en plus, tu as marqué à 2 reprises. Décris-moi le feeling d'avoir ce sentiment-là de tout le monde ici m'applaudit. C'est une aréna de la Ligue nationale de hockey, là, c'est big. Là. Ouais, vraiment, écoute, c'était incroyable. Mais je te dirais que la plus grosse affaire, c'est vraiment qu'on est embarqué.
j'étais embarqué, puis j'avais des frissons. J'étais comme, c'était juste 7000 personnes. Là, j'imagine pas à 20 000 personnes. C'est vraiment un feeling incroyable. Là. Et par rapport à ce match-là, tu avais quand même marqué 2 buts. Là, donc, on peut pratiquement dire que Joshua Roy adore lorsque les projecteurs sont sur lui. mais blague à part, je pense que tu étais sur un trio avec Harvey Pinard et Yoel Armia, qui est quand même un vétéran des Canadiens. Ça fait quoi de jouer avec un vétéran comme ça? Non seulement de la marque de confiance que les entraîneurs ont pu t'accorder, tu as eu un excellent camp des recrues, mais également l'opportunité d'apprendre aux côtés d'un vétéran qui a quand même été repêché au premier tour, qui a une très belle carrière. Ça faisait quoi de jouer avec Yoel Armia et surtout, comment tu t'es débrouillé avec lui? Est-ce qu'il y avait de belle chimie? Là? Ben écoute, sérieux, c'est le step entre la GMQ et la NHL est énorme. Tu joues contre des gars meilleurs, mais tu joues avec des gars meilleurs. Fait que, quand j'étais libre, il me l'a donné. Fait que c'est vraiment un style de jeu différent, mais écoute, c'est vraiment. J'étais content de pouvoir jouer avec des joueurs comme ça. C'est juste une preuve de confiance du Canadien. C'est ça. Parce qu'il n'y a pas juste du négatif. J'imagine qu'il y a des situations dans un match qui étaient comme OK, je peux recevoir la rondelle rapidement de même. C'est le fun, j'imagine. Ben, c'est ça, tout est différent. C'est un style de jeu différent. Exact. Ça serait quoi la plus grosse différence? Tu as parlé de la rapidité d'exécution. Est-ce que c'est ça ou il y a un autre détail? C'est ça, puis aussi le physique. Écoute, les gars, c'est des hommes. Quand tu arrives dans le coin, c'est vraiment plus physique. Fait que je te dirais que c'est pas mal ça, puis la vitesse d'exécution, les plus grosses choses. Là. On s'entendait ici sur le podcast Le Relève, Joshua, pour dire que tu étais probablement un des attaquants qui avait connu le meilleur camp chez le CH. Moi, personnellement, je m'attendais à ce qu'il te donne au moins un match préparatoire. Est-ce que toi, tu as été déçu de voir que tu ne pouvais pas justement te mesurer à une autre équipe de la Ligue nationale pour tester la marche entre la LHJMQ et la NHL? Et comment est-ce que tu as appris la nouvelle? Ben écoute, c'est sûr que j'aurais aimé ça jouer la game, mais juste d'être au vrai camp, au main camp, pour moi, c'était vraiment du bonus. Puis chaque jour, j'en profitais, puis je travaillais fort pour prouver de ce que j'étais capable de faire. Puis ils me l'ont appris après la game intra-équipe entre bleu, blanc, rouge. C'est Rob Ramage qui est venu me parler, puis il m'a dit que il me l'a dit que c'était pas parce que j'avais mal fait ou de quoi. Que c'était juste le temps parce que la saison junior commençait. Fait que j'ai super bien pris. Écoute, je m'en attendais, puis je savais juste pas quand. Fait que je suis sorti de la tête haute, ça l'a super bien été, fait que j'étais super heureux. Là. Mais là, c'est ça. D'ailleurs, tu parles de Rob Ramage. Je sais que c'est pas mal lui qui communique avec les espoirs du CH pendant la saison. Est-ce que tu as eu des échos du CH là, depuis le début de la saison? Qu'est-ce que le CH t'a dit là, à propos de tes performances là, depuis le début du calendrier? Ouais, mais justement, Rob, il me texte une couple de fois, puis il me finissait pour mes matchs. Puis récemment, j'étais allé prendre un petit café avec, on a discuté, puis il est super content de ce qu'il voit de moi. Là. OK, fait que les Canadiens sont super satisfaits de ta progression en ce moment. Là. Ouais, en ce moment. OK, parfait. Si on va dans le détail un petit peu, est-ce qu'il y a vraiment un aspect du jeu que tu dis par rapport à la saison dernière et cette année, tu dis, je sais que tu as souvent parlé de conditionnement physique, de l'alimentation, là. Est-ce qu'il y a un détail plus sur l'aspect de la game, là, sur lequel tu as vu vraiment une très, très, très grosse progression et qui paraît dans ton jeu? Je pense que c'est vraiment mon implication en général dans le game. J'avais tendance à anticiper le jeu avec mon Kissent. Puis là, je trouve que je suis plus impliqué dans le game, je vais plus dans les coins, je travaille plus. Puis je pense que ça l'a vraiment changé depuis que j'étais à Sherbrooke. Parce que, si je me souviens bien, Josh, je pense que à la fin justement de ton camp avec les Canadiens, il y a quelques gars qui t'ont rencontré, le gars de la préparation physique, il y avait peut-être Francis Bouillon, Rob Ramage, puis qui te disait, les gars, ce qu'il faut que tu améliores, c'est justement t'impliquer dans la game. Trouver des façons de t'impliquer dans la game, même quand tu ne vas pas mettre un point au tableau. C'est ça qu'il voulait que tu améliores, c'est ça? Oui, c'est ça, c'est exactement ça. Okay. Puis, je pense que c'est vraiment un aspect que je travaille depuis longtemps, puis ça s'améliore d'année en année. Là. Okay. Je t'apprends rien en disant, Joshua, que les Canadiens en arrachent quand même ces temps-ci. Il n'y a pas beaucoup de choses à se mettre sous la dent. Il y a beaucoup d'amateurs qui se tournent justement vers les espoirs pour s'accrocher à quelque chose d'intéressant à regarder. Puis là, tu es le premier pointeur de la LHJMQ, tu es un membre de l'Organisation des Canadiens de Montréal. Est-ce que tu ressens un peu cette pression-là que les gens de plus en plus
s'intéressent à ton parcours et suivent ton cheminement? Non, mais écoute, je suis vraiment quelqu'un qui se suit pas, qui met pas, je me mets pas de pression avec les médias puis tout. Je pense que c'est vraiment pas quelque chose que je peux contrôler. Fait que, moi, je travaille fort sur la glace, puis le monde diront ce qu'ils voudront sur moi. Moi, ça me dérange vraiment pas. Là. On a demandé aux gens via Twitter de t'envoyer des questions, puis on a reçu une question vraiment pertinente de Samuel. Tu as un début de saison absolument hallucinant. Est-ce que tu penses que ça va te mériter une invitation pour Team Canada? T'attends-tu à recevoir un coup de téléphone à ce sujet-là pour les fêtes? Ben, honnêtement, je sais vraiment pas. C'est sûr que j'adorerais ça. C'est un de mes objectifs. À chaque Noël, depuis que je suis jeune, je regarde ça à la TV. Fait que d'en faire partie, ça serait vraiment incroyable. Mais écoute, si je ne suis pas pris, c'est pas plus grave que ça. Je vais travailler fort pour que l'année prochaine, j'en ai une. Là. Mais tu sais, par rapport à l'implication, puis tout ça, c'est drôle parce que j'ai regardé ton match de vendredi contre les Huskies, c'était à Rouyn-Noranda, puis je sais pas si c'était la séquence des autres, là, mais tu sais, quand tu parles d'implication, que tu es plus impliqué dans le jeu, moi je trouve que c'est très notable là, par rapport à la saison dernière. De jeu, Vincent, il y a une énorme différence. Mais, regarde ça, dans le fond, Josh Roy est en échec avant, puis la vitesse apparaît, il est beaucoup plus... il arrive vraiment en avance sur le défenseur. La rondelle, je comprends peut-être un peu moins parce qu'il y a peut-être un problème de la game, si on veut. Là. Mais mettre la pression, retire tout de suite la rondelle à l'adversaire, on va sauter. C'est pas nécessairement un très beau but, mais ça en démontre justement à quel point l'implication qui est beaucoup plus là, ça paraît là-dessus, domine complètement l'adversaire. Et honnêtement, tu le remarques beaucoup au fil des matchs. Honnêtement, c'est vrai, Josh, tu as vraiment beaucoup amélioré là-dessus. Ouais, écoute, j'ai travaillé fort dessus ça. C'est vraiment un aspect que je voulais travailler sur ça. Puis écoute, c'est rendu beaucoup mieux. Fait que je suis super heureux de ça. Là. Puis par rapport au Phoenix de Sherbrooke, vous avez quand même une belle saison. Tu sais, la saison dernière, lorsque tu es arrivé, c'était peut-être un peu plus difficile. Je pense que c'était même la pire équipe de la LHJMQ. Puis honnêtement, depuis ton arrivée, il y a comme quelques joueurs qui se sont greffés aussi. Ça a vraiment pris forme. Honnêtement, j'ai vu des matchs où vous travaillez vraiment très fort puis ça va très bien. Comment ça se passe la saison à Sherbrooke? Ben écoute, ça va super bien. Puis comme tu as dit, on est vraiment une équipe qui travaille. Ça, je pense qu'on est une des équipes les plus talentueuses. Puis en même temps, avec Stéphane Julien, notre coach, on n'a pas de laisser passer. Ben ouais, c'est ça. Ouais. Tu t'en parles souvent de Stéphane Julien. Je pense que tu as été marqué un peu par cet entraîneur-là. Tu l'aimes beaucoup. C'est quoi la sauce secrète? Là? C'est quoi qui fait en sorte que le gâteau lève là, avec Stéphane Julien? Je pense que c'est vraiment ses pratiques. C'est vraiment on est sur la glace 1h45 par jour. Puis c'est des bonnes pratiques intenses, des battles. Je pense que c'est vraiment ça qui fait notre succès. Dans une game, on est vraiment une équipe qui travaille. Puis en même temps, on est vraiment une équipe qui a du talent. Fait que c'est juste le mix parfait. Là. Joshua, moi j'ai une question pour toi. Les deux marqueurs au sommet présentement, ces deux anciens chevaliers de Lévis, je ne pense pas que tu as joué avec Xavier, mais j'imagine que tu le connais assez bien. À quel point ça note la force du programme dans les dernières années? Ben écoute, Chevalier de Lévis, c'est vraiment une organisation qui développe bien chez ses joueurs. Puis écoute, Chevalier, ça a été ma plus belle année à vie pas mal. Fait que, j'ai que des beaux mots pour décrire les Chevaliers. Là. Ouais, t'avais été pas pire à Lévis, me semble. T'avais fait une coupe de points, me semble. Ouais, ça a pas gagné, pas pire. Est-ce que tu veux y aller avec ta séquence, Marty? Là, je l'ai retrouvée. Là. Ben, on peut simplement la remettre pour que les gens puissent se faire une tête parce c'est ça, il y avait peut-être un problème de délai, on n'a peut-être pas nécessairement vu. Là. C'est simplement pour la remettre. Je pense que Josh avait quand même bien commenté là-dessus. Là. Mais ça le montre très, très, très bien. Là, que son échec avant est impliqué. Honnêtement, tu le vois qu'il y a davantage de vitesse. Je pense que c'est ça l'aspect notable. Là. Il est beaucoup, beaucoup plus rapide sur patin qu'on pouvait le voir la saison dernière. Moi, c'est la grosse facette. Dans un environnement quand même un peu hostile, là, je pense que c'était le deuxième match d'un voyage en Abitibi. C'est pas toujours évident. Donc, de le faire en plus sur un deuxième match, c'est encore mieux. Tu sais. Puis, merci. En tout cas, ouais, vas-y, Anthony. Joshua, si jamais tu cherches un coordonnateur vidéo avec le Phoenix de Sherbrooke pour ajouter, là, tu peux appeler Martin. Là. C'est bon. Tu peux dire à Stéphane d'appeler Martin. J'avais trouvé qu'il y a moins de délai par contre. Ça va être plus agréable à regarder. Mais bon. Ouais, je suis désolé, je salue mon ordinateur qui commence à avoir de l'âge. Le Boxing Day s'en vient. Là, je vais essayer de m'équiper dans les prochains jours. C'est vraiment pas grave.
Merci, Joshua, de ta présence sur le podcast. C'est vraiment apprécié. On va continuer à te suivre parce que, comme je le disais, c'est pas mal la chose intéressante à regarder présentement au Québec. C'est un fan des Canadiens. Je te souhaite une bonne saison avec le Phoenix. Continue de bien performer, continue de faire ce que tu fais. Ça va bien, puis lâche pas. Yes, un gros merci. Salut. Merci beaucoup, Joshua. Salut. Là, Anthony, tu me permettras de te corriger parce que oui, Joshua Roy est une belle histoire dans la LHMQ, mais il y en a vraiment beaucoup des bonnes histoires dans la LHMQ. Je peux t'en nommer 20 si tu veux. Alors, voilà, c'est fait. Moi, je vous dis simplement ça comme ça, mais Joshua Roy, je l'avais 33e dans ma liste du repêchage 2021. Vous voyez quelle la belle saison qu'il a. Moi, je vous le dis, ça va continuer comme ça. Moi, ma question, j'irai encore plus loin. Si c'était à refaire, là, mettons que le dernier repêchage a lieu demain matin, là, finalement. Là. Il est repêché où, Joshua Roy? La question est bonne. Moi, je vais repêcher fin deuxième tour, début troisième tour. D'après moi, c'est sûr qu'il est sorti à ce niveau-là. Là. Plus tôt que ça. D'après moi, il peut presque sortir début deuxième tour. Là. C'est possible. En même temps, c'est tellement rapide. Je veux dire, l'évaluation se fait 6 mois plus tard. Il y a encore des joueurs qui sont peut-être des late bloomers qui vont finalement... Mais on s'entend que pour le moment, lui, il le fait très bien. Il mériterait de sortir beaucoup plus tôt. Ça, je suis d'accord avec toi. Il ne faut pas oublier que la dernière année de repêchage a été complètement atypique avec 2 ligues qui n'ont presque pas joué. Ça a peut-être changé la donne au sens où peut-être que certains dépisteurs se sont dit l'année 2020-2021, on la scratch de nos livres ou presque, là, puis on va se fier à l'année précédente où tous les joueurs étaient, je ne sais pas, je ne te dis pas que c'est ça qui est arrivé, mais je fais juste souligner que c'était une année atypique puis ça peut avoir changé les choses. Ouais, je pense qu'on aura plus d'infos pour le prochain repêchage. Puis c'est un peu ça qu'on veut faire aujourd'hui, justement, analyser les joueurs qui seront éligibles au prochain draft. Puis je suis content que tu sois là, Alex, parce que un peu comme on le fait à chaque semaine, on a fait par les semaines précédentes la WHL et la OHL. Cette semaine, on veut vraiment se concentrer sur la Q. Est-ce que dans ta tête à toi, Alex, Nathan Gaucher, c'est de loin le meilleur espoir de la GMQ ou ça peut encore se jouer avec quelques noms? Je pense qu'il faut absolument mettre Tristan Luneau dans le dossier. C'est un défenseur tellement intelligent qui fait déjà de belles choses. Déjà à 16 ans, il était excellent. Louis Robitaille m'en parle avec beaucoup d'admiration. C'est vraiment un défenseur qui voit bien la glace. C'est pas le plus offensif. C'est pas lui qui va mettre le plus de points sur le tableau, mais c'est un joueur qui contrôle bien le jeu. Puis je pense qu'il ne faudrait pas se surprendre. C'est toujours une science inexacte. Puis je suis loin d'être le spécialiste des repêchages parce qu'évidemment, je suis biaisé parce que je vois que les gars de la LHMQ ou presque. Je travaille 24 heures sur 24 avec eux. Mais je peux te dire une chose, Tristan Luneau, on m'en parle avec beaucoup d'admiration. Nathan Gaucher, c'est sûr que c'est un cas intéressant. Il est un peu plus vieux par contre. Lui, c'est un late, là. Mais il est gros. Il est vraiment gros. Il est habile offensivement. Il peut marquer des buts. C'est un gars aussi qui, en termes de hockey, qui a de la grit. Fait que c'est deux candidats intéressants. Maintenant, j'imagine que ça peut dépendre des équipes, mais je pense que Tristan Luneau, déjà, il est classé A, je pense. Lui aussi. Écoute, moi, j'ai un bémol à apporter sur Tristan Luneau. C'est sûr que j'ai rien à dire contre Tristan Luneau. Il n'y a pas vraiment de défaut dans son jeu. La seule affaire, c'est que si je suis un recruteur, la question que je vais me poser, c'est est-ce qu'il y a une qualité wow dans son jeu là, qui va lui permettre vraiment d'avoir un impact considérable dans la meilleure ligue au monde. Il est vraiment bon défensivement. Défensivement, il est super solide. Oui, j'ai rien à dire là-dessus, mais est-ce que c'est un défenseur que tu peux amener sur la glace pour aller changer le cours d'un match? Son côté wow, selon moi, c'est ses habiletés naturelles. Pour un défenseur de 17 ans, il patine tellement bien et tellement rapidement. Et il y a quand même un gabarit intéressant, c'est 6 pieds 2 pouces, si je ne me trompe pas. La mécanique est parfaite, j'ai rien à dire contre Tristan Luneau. C'est le genre d'espoir que je ne pourrais pas vraiment noter une lacune, une faiblesse digne de ce nom. Là. Il y a pas mal tous les outils. Mais j'aime ça un joueur qui a quelques défauts des fois, puis qu'il y a une qualité qui est vraiment, vraiment au plafond. Là. Vous comprenez ce que je veux dire? Ah ben ouais, je dois marteler le message 3 fois par podcast. La qualité exceptionnelle. C'est souvent, c'est ça qui fait en sorte que des Antoine Roussel, des David Desharnais se sont retrouvés dans la LNH, même si personne ne pariait sur eux. Ils avaient une qualité exceptionnelle. Desharnais, c'était les fabricants de jeux. Roussel, c'est l'éthique de travail. Puis Luneau, lui, ça va probablement être le patin, les attributs naturels, c'est là qui est très développé. Mais je vous pose la question, monsieur, parce que vous parlez de son coup de patin.
c'est vrai, il est super fluide sur patin, puis ça fait en sorte qu'il est très bon en transition, très bon pour se sortir de la pression. Mais j'ai l'impression qu'il n'est pas super explosif. J'ai l'impression que parfois, il pourrait peut-être aller chercher un petit peu plus à ce niveau-là. Êtes-vous d'accord avec moi? Ben, écoute, explosif, si tu me disais, genre, un attaquant de puissance, il est pas assez explosif, là, je te dirais peut-être OK. Mais le plus important pour un défenseur, je te dirais, c'est, les Anglais appellent ça la four-way mobility, la mobilité dans les 4 directions. C'est beaucoup plus important pour un défenseur de pouvoir pivoter rapidement, d'être agile sur les pointes de ses patins, de pouvoir se revirer sur un descent si l'attaquant change son angle, que de gagner une course, finalement, pour la rondelle, parce que ça va souvent arriver, genre, dans une situation d'échec avant, tu sais. Alors, moi, je te dirais que Luno a amplement tous les outils pour réussir en tant que défenseur. Peut-être que si c'était un attaquant, là, on pourrait parler de son explosion parce qu'il y aurait plus de difficulté à déborder un défenseur ou aller cueillir une rondelle en fond de territoire. Moi, je pense pas que c'est une chose. Non, vas-y, Alex. Écoute, je ne vous dirai pas qui m'a dit ça, mais il y a un espoir du Canadien. C'est pas quelqu'un qui était en entrevue avec vous aujourd'hui qui m'a déjà dit Tristan Luneau, il est vraiment impressionnant. Il m'a dit ça à l'année 16 ans de Luneau. Il m'a dit ce gars-là va jouer à 19 ans dans la Ligue nationale de hockey. Je ne sais pas si ça va arriver, mais c'est un gars qui jouait contre lui. Les probabilités que ce gars-là joue dans la LNH, là, c'est presque 100% si tu es un recruteur. T'as pas vraiment tu cours pas vraiment un risque en repêchant. Moi, je me questionne surtout sur la limite de son potentiel. Est-ce que tu vas repêcher un défenseur top 4 alors qu'au premier tour, il y a peut-être le défenseur de première paire qui est disponible? C'est souvent ça le débat entre les recruteurs à la table d'un repêchage. Marty, je te pose la question. On parle beaucoup de son patin. Moi, je trouve qu'il a d'excellentes habiletés aussi pour être un corps arrière en avantage numérique, de par sa vision de jeu et par ses aptitudes de passe. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Ah ouais, tu trouves, toi? Moi, non. Honnêtement, c'est ce que je m'en allais dire. C'est probablement tu sais, je suis d'accord avec Nick, là, mais par rapport à son jeu offensif, moi, je me demande s'il est capable d'être un défenseur offensif qui va générer de l'attaque en avantage numérique dans la Ligue nationale. Dans le junior, il n'y a pas de problème. Les joueurs sont moins talentueux. C'est plus facile. L'an prochain, à 18 ans, vous allez voir qu'il va en mettre des points sur le tableau. C'est pas un problème. Mais c'est une chose de le faire dans la LHJMQ et de le faire dans la LNH avec les joueurs beaucoup plus gros, tout le monde qui est plus rapide, tout le monde qui est mieux positionné. Moi, je me pose certaines questions. C'est pas quelqu'un qui a le gros lancer. C'est pas quelqu'un qui bouge les lignes de tir pour être capable de trouver des lignes. J'ai un peu de difficulté là-dessus. Tu sais, on a parlé dans les dernières semaines de Ty Nelson, de Denton Mateychuk. Eux, c'est des défenseurs offensifs. Et eux, il y a d'autres questionnements. Là. Luno, je me demande davantage. Est-ce que ça va être un défenseur uniquement bon défensivement ou il va être capable de générer un petit peu plus d'attaque et devenir un défenseur de première paire grâce à ça? Moi, honnêtement, c'est la grosse question que j'ai en ce moment. Bon, on a parlé beaucoup de Luno qui était sorti premier au total dans la LHJMQ en 2020. Pas besoin de descendre bien loin. On reste chez Gatineau. Sorti deuxième, tout juste derrière Luno, c'était Antonin Véro. Bon, lui, Alex, autant Luno avait gagné recrue défensif de l'année, puis il a gagné recrue offensive de l'année. Donc, on s'entend que Gatineau ne s'était pas vraiment trompé. Qu'est-ce qui ressort dans son jeu chez Antonin Véro pour faire en sorte que c'est un joueur exceptionnel? C'est son sens du jeu. C'est son sens du jeu. Et je veux dire, tu me parlais de Tristan Luneau. J'ai fait des entrevues avec les Olympiques au début de la saison. Puis je disais, tu le vois à tous les jours, là, Antonin Véro. Qu'est-ce qu'il fait de spectaculaire? Qu'est-ce qu'il démarque? Puis il dit, Alex, je ne comprends pas. Il y a des jeux qu'il fait. Je ne sais pas comment il fait. Il dit, à un moment donné, je le vois faire quelque chose en pratique. Je me dis, c'est un coup de chance. Mais là, il le fait une deuxième fois. Il le fait une troisième fois. Il le fait une quatrième fois. Puis il dit, Colin, c'est pas un coup de chance. Il a vraiment pensé comme ça. Et il y a quelqu'un qui m'a déjà dit, et c'est quelqu'un qui le voit jouer à tous les jours, que c'était le meilleur sens du jeu qu'il avait vu jouer depuis Mike Ribeiro. Et cette personne-là, elle a joué dans la Ligue nationale. Mais j'ai pas joué dans la Ligue nationale, moi, Alex. Là. Exceptionnel. Ouais, mais je savais pas qu'on avait joué à Guessou aujourd'hui, Alex. Mais ça me fait rire parce qu'on en jasait pas longtemps, moi puis Alex. On jouait au poker là, bien relax là, chez nous. Puis je demandais je tiens à rappeler que je suis parti avec la moitié de ton hypothèque.
Bon, on va garder ce secret, mais le secret est out there maintenant. Merci, Alex. Tout pour dire que je demandais à Alex, là, tout bonnement, hey, y a-t-il un espoir là, dans la LHJMQ là, dont on ne parle pas assez, là, que je pourrais couvrir là, pour un éventuel portrait? Puis Alex m'avait sorti justement ce gars-là. Il dit, regarde, le gars, il est malade, là, il a un sens du jeu hallucinant. On n'en parle peut-être pas assez en ce moment, passe peut-être un peu sous le radar, mais parce qu'il est petit. Ce gars-là. Là, ouais. Il est petit, mais il est tellement dynamique sur la glace. Et, je veux dire, en avantage numérique, il est dangereux. Je pense que c'est Louis Robitaille qui me disait, ce gars-là, il a des yeux tout le tour de la tête. Il voit tout la glace tout le temps. Alors, ouais, c'est un espoir. Je pense qu'il faut mettre de l'attention. Il faut y mettre un peu d'attention. C'est vrai que c'est pas le plus gros sur la glace, mais c'est pas pour rien qu'il est sorti deuxième au repêchage de la LHJMQ. C'est un joueur tellement, mais tellement intelligent. Et en plus, il est bien sympathique, messieurs, je peux vous dire ça. Ouais. Moi, les gars, je vais vous dire, j'ai tout le temps un faible pour le gars qui a la grosse vision du jeu au repêchage, parce que pour moi, vision du jeu, ça va de pair avec compréhension du jeu et hockey IQ. Je pense que c'est une des qualités qui se transpose le mieux d'une ligue à l'autre. Est-ce que défensivement, c'est plus difficile dans son cas? J'ai lu quelques rapports qui indiquaient que c'était peut-être pas sa plus grande force, sans être une énorme lacune, mais que défensivement, ça pourrait peut-être poser problème au niveau supérieur. Ben, si tu me le demandes à moi, je dis toujours que moi, je ne suis pas un coach hockey, je ne suis pas un recruteur, puis je n'ai pas nécessairement les connaissances pour évaluer ça. Je pense que Martin est en meilleure position que moi pour pouvoir évaluer ce style de jeu-là. Moi, ce que je peux faire, c'est de répéter ce que les gens me disent parce que je m'informe beaucoup, mais maintenant, je ne suis pas un dépisteur. Alors, pour te parler de ses qualités défensives comme telles ou de son style de jeu défensif, je pense que c'est Martin qui va être le mieux pour répondre. Moi, je pense pas que c'est nécessairement un problème son jeu défensif. Il faut quand même pas oublier que c'est un ailier. Tu sais, les ailiers, je pense que c'est moins problématique. Ça demeure des joueurs de 17 ans. Selon moi, la facette du jeu la plus facile à travailler, c'est défensivement. Défensivement, c'est simplement une question de positionnement, placer le bâton au bon endroit. Ça, c'est une question de X et de O. Ce qui est pas mal plus compliqué à apprendre, c'est justement, en fait, ça s'apprend pas. Là. Tu l'as ou tu l'as pas. C'est justement une vision de jeu. C'est l'intelligence. C'est de créer des jeux par toi-même que personne d'autre n'est capable de voir. Ça, Dieu sait que Louis Robitaille, c'était pas nécessairement le joueur avec la meilleure vision de jeu lorsqu'il était dans la LNH. Il était plus réputé pour ses points que pour ses points. Et simplement pour dire que je veux simplement dire que Antonin Véro, ça, il l'a. C'est davantage que je veux regarder. Cela dit, moi, le bémol que j'ai un peu avec lui, premièrement, le match que j'ai regardé cette saison, c'était au Cap-Breton. Puis je sais que le Cap-Breton, c'est toujours un endroit difficile à raison des voyages. Là. Mais il ne m'a pas vraiment impressionné. Il y a eu quand même eu un match assez, même s'il avait obtenu une aide, il avait quand même eu un match difficile. T'sais. Et moi, je me questionne, est-ce qu'il est capable de se sortir de la pression physique? C'est quelqu'un qui va beaucoup au contact, qui est impliqué, mais je me demande s'il est capable de s'en sortir malgré tout, parce qu'à 5 pieds 7, 5 pieds 8 pouces, c'est plus compliqué si tu as de la difficulté à faire face à la pression. Les joueurs vont être plus gros, vont être plus forts. Donc, moi, c'est ce que je surveille vraiment avec Antonin Véro. En même temps, pour les statistiques des Olympiques de Gatineau cette année, je me questionnais, je regardais les statistiques, tout le monde a l'air d'avoir des statistiques un peu plus basses, mais il faut prendre en considération, il y a un joueur qui n'a pas joué de match encore parce qu'il est blessé. C'est Zachary. Il arrive, là. Il est arrivé. Ah bon, c'est une excellente nouvelle, honnêtement. Puis j'ai même vu Louis Robitaille qui disait, écoute, on peut survivre quelques matchs sans Zach Dean, mais à un moment donné, tu as besoin de ton meilleur joueur pour aider. Mais pour revenir à Véro, moi, je me souviens que l'an dernier, il y avait une très, très belle chimie entre Zach Dean et Antonin Véro. Est-ce que ça va aider Véro à produire davantage et à se signaler davantage aux yeux des recruteurs? Il y a fort à parier parce que ce sont deux joueurs qui travaillent excessivement fort et qui se complètent très bien. Qui se complètent très bien parce que Zach Dean est quand même un bon marqueur. Puis Antonin est quand même un très bon fabricant de jeu. Puis un gars de la trempe de Zach Dean qui est quand même un choix de première ronde dans la Ligue nationale de hockey. C'est sûr que quand tu as un gars qui revient comme ça, puis on le voit, là, les choix du dernier repêchage dans la LHJMQ, ce sont des gars qui dominent présentement là, le circuit. On parlait de Joshua, on parlait de Xavier Bourgault. Vous pouvez vous attendre à ce que Zach Dean produise à un rythme assez effréné et peut-être qu'une des personnes qui va lui mettre la POC sur la palette, comme on dit, c'est Antonin Véro. Alors, tu fais bien de le mentionner, Martin. Mais tu disais, Marty, que parfois, lorsqu'il va se faire embouteiller dans sa zone, on va peut-être avoir un peu plus de difficulté à s'en sortir. Moi, ce que je trouve, quand il y a du temps et de l'espace,
c'est un joueur qui est quand même assez sournois dans les petites feintes pour être capable de faire mordre la poussière à son adversaire. Il va être capable de juste, avec un petit mouvement de corps, déséquilibrer le défenseur pour par la suite le contourner. Donc, je ne sais pas s'il va être capable de transposer ce jeu-là lorsqu'il sera plus en zone restreinte, mais je trouve que quand il y a de l'espace, il est quand même capable de bien se faufiler là, à travers le filet de l'adversaire. Ouais, pas nécessairement dans sa zone. Moi, je parle davantage en zone adverse. Il y a quand même un instinct d'aller au filet. C'est pas nécessairement un fabricant de jeu typique qui joue en périphérie et qui attend des passes. C'est quelqu'un qui est capable de se diriger au filet. Mais c'est cet aspect-là, moi, que je me questionne. Il y a des moyens de le faire. J'ai souvent parlé de William McClung depuis le début de la saison, qui lui le fait très bien. Est-ce qu'Antonin Véro est capable de faire ça, ce qui va l'intégrer à son jeu? Ça se peut qu'il s'améliore à ce niveau-là. Moi, c'est là ma petite question. Un défenseur de 6 pieds 3 pouces qui voit Antonin Véro débarquer devant lui, de la façon qu'il joue, parce qu'il va vraiment directement au contact. En tout cas, de ce que j'ai pu voir, là, je ne suis pas dans le secret des dieux, mais ça m'a semblé un peu difficile. Mais j'ai hâte de voir. Là, puis comme j'ai dit, l'absence de Dean se fait peut-être sentir à Gatineau. Là, donc, on va voir là, avec le meilleur attaquant qui va revenir, qu'est-ce que ça va donner aussi. Là. Bon, on en a parlé rapidement, là, mais je pense que ça vaut la peine qu'on y revienne. Là. On n'a pas beaucoup été en profondeur sur Nathan Gaucher. On parlait tantôt de spotlight, autant Véro est peut-être un peu plus dans l'ombre. Nathan Gaucher, plus qu'il joue avec les Remparts, lui, je pense que son nom résonne beaucoup plus à travers la Ligue nationale. Tu l'as dit, Alex, c'est un late. Il vient tout juste d'avoir 18 ans et c'est un homme, là, 6 pieds 3, 205 livres, là, et il se sert de son gabarit. Est-ce que ça brouille un peu les cartes des recruteurs pour être capable de bien analyser le jeu de Nathan Gaucher pour voir s'il va être capable de dominer autant lorsqu'il arrivera dans la Ligue nationale? Ouais, je sais pas, c'est une bonne question. C'est peut-être une question qu'il faudrait poser à des recruteurs, mais quand tu regardes Alexis Lafrenière, c'était lui aussi un late, il est quand même sorti premier overall. Je pense qu'il se débrouille bien dans la Ligue nationale de hockey. Enfin, la question se pose, c'est sûr. Souvent, c'est l'argument, c'est l'argument qu'on utilisait pour Kotkaniemi à l'époque, c'est-à-dire que c'était un des joueurs les plus jeunes du repêchage. Donc, l'âge peut effectivement jouer. Je pense qu'il en a fait quand même assez à 17 ans, à sa deuxième saison dans la Ligue. Là, il est quand même 1 point par match. Alors, je pense que ça, c'est une indication assez intéressante. L'âge, c'est toujours un facteur, mais comme Alex le dit, on peut regarder la saison avant son année de repêchage, puis on va voir qu'il a fait tout juste plus d'1 point par match. Donc, si c'est bien débrouillé quand même à un âge précoce aussi, je ne vois pas où il y aurait un drapeau rouge. Là. Meilleur pointeur des Remparts également, ne l'oublions pas. Là, les Remparts étaient beaucoup moins talentueux qu'ils sont en ce moment. Il n'y avait pas de Christophe Farmer. Tu sais. Absolument. Mais le fait que c'est sa 3e année dans la Ligue, ça doit l'aider quand même. C'est certain que ça l'aide. Ça lui donne de l'expérience. Mais en même temps, lorsque tu le regardes jouer, il y a des choses qui ne manquent pas. Moi, je le dis, honnêtement, premièrement, moi, je pense que c'est assuré qu'il sort en premier tour. C'est à 100%. Il est trop bon dans les petits détails. Je suis certain, sans avoir parlé à Patrick Roy, qu'il adore ce joueur-là, parce que tous les petits détails, il les fait super bien. Ferme bien l'espace au porteur de la rondelle en zone neutre ou en zone ou dans sa propre zone. Très, très bon pour effectuer des relances très rapides et améliorer le jeu de transition. C'est un gros bonhomme en avantage numérique qui se place devant le filet, donc capable de dévier des lancers ou récupérer des retours. Imposant, capable de séparer la rondelle du porteur. Toutes les petites qualités, les petits détails, il est excessivement bon là-dedans. Je pense que ça ne ment pas de dire la saison dernière, encore une fois, c'est à 17 ans et c'est impressionnant pour un joueur de 17 ans. Il était finaliste au trophée Guy Carbonneau, joueur défensif de l'année, en compagnie de Dawson Mercer, qui est en train de dominer dans la LNH, et Jacob Pelletier, qui a une très bonne saison dans la Ligue américaine et qui va probablement jouer dans la LNH dans les prochaines semaines, voire les prochains mois. Moi, selon moi, c'est vraiment intéressant. C'est très, très, très intriguant. Et pour avoir entendu des contacts de certaines personnes qui l'ont côtoyé étant plus jeune, semble-t-il que c'est un bon jeune qui a une très bonne tête sur les épaules, qui est assez intelligent. Moi, je vous le dis simplement pour ça, je trouve que c'est intéressant. Je pense que ça peut devenir un potentiel... parce qu'il y a quand même une certaine créativité aussi. Là. Je pense que ça peut donner un gros centre de deuxième trio très imposant qui peut mener toutes les petites missions. Puis on le sait à quel point c'est important. Là. Mais honnêtement, si je suis un recruteur québécois pour une équipe de la LNH, puis on arrive vers la fin du premier tour, c'est le genre de joueur pour lequel je mets mon point sur la table, je mets ma crédibilité en jeu, puis je suis bien à l'aise avec ça.
Mais on parle de fin de premier tour. Est-ce que je suis dans le champ de dire qu'il pourrait sortir sensiblement au même rang que Zach Bolduc l'année dernière, soit 17e? Parce que j'ai l'impression que c'est ce genre de joueur-là qui, moi, autour de 17, maximum 20, il pourrait déjà avoir quitté. Là. Pas un choix de premier tour de 29. Moi, je pense qu'il pourrait sortir encore plus haut que ça. Si tu es rendu là, c'est là que tu mets la puce à l'oreille à ton directeur général. Là. Je dirais plus ça dans ce contexte-là. C'est bon que la dernière partie. J'allais dire, je pense que la dernière partie de la saison va quand même, après Noël, on va avoir vraiment une meilleure idée. C'est quand même tellement tôt. Oui, mais Alex, on fait ça chaque semaine. On essaie d'analyser les espoirs début octobre. C'est normal que notre opinion change au fur et à mesure. Je te dis juste qu'au moment où on se parle, moi, je ne serais pas surpris. Si demain matin, je fais une liste, là, il serait pas mal dans ces environs-là, Nathan Gaucher. C'est juste ça que je veux dire. Ben, moi, personnellement, il est à peu près dans cet endroit-là. Il ne faut pas oublier qu'il y a une facette qui va toujours aider un joueur à aider sa cote ou à la descente, là, peu importe. Si c'est une bonne équipe et que tu te rends loin en séries éliminatoires, et les remparts cette année ont une excellente équipe, ils sont solides partout, ils ont une excellente attaque et ils ont très, très bonne défense. Et là, s'il fait un bout de chemin en série, tu débarques, je ne sais pas, dans les alentours de la demi-finale ou de la finale de la Coupe du Président, puis que là, c'est pratiquement le seul espoir repêché à jouer, bien là, c'est certain que tous les projecteurs sont sur lui. Il est suranalysé parfois. C'est comme ça que tu peux grimper dans les listes d'avantages. Grimper et descendre, c'est ça, ouais. Non, c'est ça. S'il y a trois, ça va être encore là, ça va être l'effet inverse. On se rappelle des séries vraiment épouvantables de Grigorenko à l'époque, là, ça l'avait fait descendre. Là. Avec raison. Même à l'inverse, je pourrais prendre les Sea Dogs de Saint-Jean dans les alentours de 2011-2012. Tu avais un Jonathan Huberdeau qui a été repêché 3e, qui était un excellent choix, mais à côté, tu avais un Zach Phillips qui a été très bon, bon, je suis désolé, mais c'est un choix du Wild. Ils ont fait de très grosses transactions pour obtenir ce choix-là. Ça a été une des pires erreurs de l'histoire de l'organisation, mais tu vois, lui a profité du fait qu'il était avec Huberdeau et qu'il avait eu une très, très bonne fin de saison pour être repêché premier tour. Donc, ça en est un exemple. On poursuit notre tour d'horizon des espoirs éligibles au prochain repêchage de la LHJMQ. J'aimerais ça qu'on se dirige du côté d'Halifax pour aller chercher Marcus Vidicek. Alex, on le décrit comme un joueur polyvalent qui est capable vraiment d'être utilisé dans toutes les situations. Son entraîneur ne lui fait pas peur de faire confiance, peu importe ce que le match commande. Est-ce que tu trouves que justement sa polyvalence Vidicek fait en sorte que c'est un joueur qui va être utile à la formation qui va le repêcher? Oui, certainement. Et puis c'est un joueur qui, en plus, est capable de mettre des points sur le tableau. Là. Il a un bon début de saison. Marcus Vidicek, c'est un gars qui est sorti en première ronde dans la LHJMQ, lui aussi. Je pense que c'est un gars qui fait écarquiller bien des yeux. Il joue dans une bonne équipe aussi à Halifax. Je pense que c'est un gars sur lequel il faudra garder un œil assurément. Comme tu dis, c'est un joueur polyvalent, puis c'est un joueur qui est capable de mettre des points sur le tableau. Tu sais, il ne faut pas oublier, on regarde ses statistiques, là, c'est 12 points, 16 matchs, puis on pourrait tenter de dire, OK, Jordan Dumais qui joue dans la même équipe, qui est plus gros et qui a davantage de points et peut-être un peu mieux. Moi, j'aime quand même plus Vidicek. Il faut quand même prendre en compte que Jordan Dumais joue sur le premier trio avec Lheureux et Elliott Desnoyers. Dans le cas de Vidicek, il est sur le deuxième trio. Le deuxième trio des Mousettes, c'est quand même bon aussi, mais c'est pas la même qualité de joueur. Ça ne l'aide pas autant à produire. Et honnêtement, Dumais, son style de jeu va très bien avec un Desnoyers et un Lheureux. Mais moi, où j'adore Vidicek, peut-être un peu plus que Dumais, c'est comme tu l'as dit, Deso, il apporte tout sur une patinoire. Il est très intelligent, il joue bien défensivement, capable d'apporter de l'attaque. Il a quand même d'assez bonnes mains, capable de jouer en zone restreinte. S'il peut simplement prendre un petit peu de poids, là, parce qu'il n'est pas très gros, là, je pense que c'est... livres. Tu ne peux pas débarquer dans la LNH à 555 livres. Oublie ça, tu vas te faire manger tout rond. S'il peut débarquer à 170, 100 ou 180 livres, à avoir un 5 pieds 11 pouces 6 pieds, là, je sais qu'il est 5 pieds 10, il me semble. Donc, s'il peut prendre un pouce ou deux, bien, écoute, ça peut faire un joueur vraiment efficace dans les deux sens de la patinoire. Alors que Dumais, tu vois, son coup de patin me dérange peut-être un peu plus, même s'il y a plus le style attaquant de puissance. Ben, tu vois, moi, le fait qu'il soit 155 livres, mais que sa force, en tout cas, du moins à mes yeux,
C'est son énergie, c'est son échec avant, c'est son positionnement. Il n'a pas peur d'aller salir le nez pour briser des jeux avec son bâton. Moi, je trouve ça bien. Il a ce style de jeu-là pour un petit bonhomme. Lorsqu'il gagnera 20-25 livres, comme tu le mentionnes, Marty, il sera dangereux parce qu'il ne perdra pas cette étiquette-là, il ne perdra pas cette intensité-là qu'il apporte sur la patinoire. Moi, je trouve qu'il a tout pour être le chouchou de l'entraîneur. Il est capable de marquer des buts, mais c'est toujours un des joueurs qui se replie, c'est toujours un des joueurs qui apporte. Donc, à chaque fois qu'il saute sur la patinoire, il se donne à 100%. Puis ça, je pense qu'un entraîneur, c'est ce qu'il veut, c'est de la constance et de savoir à quoi il s'attend du joueur. Donc, moi, j'aime bien ce que je vois là de sa part. Non, tout à fait. Il y a un bon coup de patin. Moi, probablement, la facette du jeu que j'aime le plus chez lui, c'est le coup de patin. En transition, là, ça aide vraiment beaucoup les Mousettes à retourner de l'autre côté puis créer des occasions de marquer. Il est vraiment intéressant là-dessus. Un autre produit des Lions du Lac-Saint-Louis, là, on dirait qu'on se répète, mais ces joueurs-là ont toujours une belle technique très efficace, comprennent toujours bien le match, puis Vidicek, c'est un peu le même genre. Là. On parlait, James Malatesta l'an dernier, c'était à peu près le même genre, là, pas le même genre de joueur, là, mais je veux dire, au niveau des détails techniques, c'était très poussé. Je pense que c'est la même chose dans le cas de Vidicek, même si le style de jeu n'est pas le même. Je suis tombé sur une entrevue de Philippe Boucher là, un peu plus tôt cette semaine qui est allé de la comparaison suivante en disant que Justin Côté lui faisait penser énormément à Cole Caulfield parce que c'est un petit bonhomme qui a tout un tir. Alex, est-ce que tu dirais à Philippe Boucher s'il était devant toi qui est dans le champ ou tu es plutôt en accord? Honnêtement, je ne contredirais pas Philippe Boucher parce que je pense qu'il se rendrait bien compte que je n'ai pas les connaissances de hockey pour parler de hockey avec un gars qui a joué dans la Ligue nationale aussi longtemps. Là. Mais c'est intéressant parce que Justin Côté, c'est un marqueur naturel. C'est vraiment ça, sa grande force. Puis c'est pas facile de marquer des buts. Il y a des gars qui ont fait des carrières qui étaient ordinaires dans beaucoup de phases du jeu. Puis là, je vais me permettre une comparaison qui n'a rien à voir avec Justin Côté, mais je pense à un gars comme Michael Ryder qui avait une espèce de facilité à marquer des buts, mais qui n'était pas exceptionnel dans beaucoup d'autres phases du jeu. Cela dit, Justin, il est bon dans plusieurs phases du jeu, là, mais il a une capacité hallucinante à marquer des buts. Il a un tir puissant, c'est complètement fou là, pour la grosseur qu'il a. Moi, la comparaison que j'aime faire, puis je l'ai déjà fait dans un reportage, puis d'ailleurs, ça se ressemble vraiment beaucoup, je trouve, c'est Michael Camilleri. Pour les gens là, qui s'en souviendront, là, il a un peu la même technique en plus, là, le tir avec le genou au sol, là, vous remarquerez, il fait tout le temps ça. J'ai trouvé 10, 12, 13, 15 buts de Justin Côté avec cette technique-là, et ça ressemble étrangement à ça. Michael Camilleri n'était pas un gros joueur non plus. Moi, c'est la comparaison, mais Cole Caulfield, c'est assurément, c'est deux petits joueurs, c'est deux joueurs qui ont une capacité à marquer des buts. Alors, c'est une comparaison qui tient la route, et comme je disais, j'oserais pas contredire Philippe. Surtout du côté du release, là, si on parle de Caulfield et Côté, pour les deux, la rondelle sort rapidement du bâton. Là, c'est impressionnant à voir là, comme dégaine. C'est un gars qui n'a pas froid aux yeux aussi. Les gars, je vous le dis, là, Justin Côté, vous devez le voir dans une période d'échauffement. J'avais pas eu ça faisait longtemps que je n'avais pas pu voir du hockey en personne, mais moi et Alex, on est allés à Drummondville il y a 2 semaines. Est-ce que lui, il t'a volé la moitié de ton hypothèque à ce moment-là aussi? Ou Non, moi, c'est Alex qui. J'ai volé la moitié de l'hypothèque à Alex. Merci, Marty. De toute façon, moi, je ne joue pas au poker sur les galeries de presse, là, mais tout ça pour dire que je regardais Justin Côté aller dans la période d'échauffement, puis il est impressionnant, premièrement, en raison de son lancer, je vous le dis, ça ressemble à Caulfield lorsqu'il est débarqué à Montréal et qu'il s'entraînait. Tir après tir, toujours au même endroit, toujours bien positionné. Puis je sais qu'Alec nous en avait parlé l'année dernière, là, mais la technique, la puissance qu'il est capable d'aller chercher avec son bâton, parce que sa technique est tellement parfaite, honnêtement, c'est vraiment impressionnant de le voir décocher des tirs. Là. Il y a ça, mais il y a aussi son maniement de rondelle. Parfois, là, tu peux le voir vers la fin de la période d'échauffement, travaille beaucoup ses mains, là. Puis tu te rends compte qu'il y a peut-être davantage de mains que ce qu'il peut montrer peut-être sur une patinoire. C'est pourquoi la période d'échauffement est toujours plus intéressante que le match. Parce que le match, tu as des adversaires qui te courent après. Tu as des détails à maîtriser au niveau du système de jeu. Parfois, tu peux oublier ça. Il y a certains détails individuels qui peuvent t'échapper, mais dans la période d'échauffement, c'est là que tu en vois davantage. Et moi, j'avais été
Simplement pour une période d'échauffement, j'ai vraiment trouvé ça impressionnant de voir Justin. Donc, Martin, va dans le warm-up, prends des notes, warm-up fini, quitte l'arène. Paye son billet juste pour le warm-up. C'est ça qu'on doit comprendre. Mais pour ajouter à ce que Martin disait, tu sais, il ne faut pas oublier aussi qu'à son entrée dans la Ligue, il a été encadré par un certain Xavier Simoneau, qui lui aussi n'est pas un gros joueur, mais qui n'a pas froid aux yeux. Je pense qu'il a appris beaucoup. Ce sont deux bons amis aussi aujourd'hui. D'ailleurs, petite anecdote, quand il y a eu le retour de Simoneau à Drummondville, j'ai dit, bon, ça va te faire quoi de retrouver tes anciens coéquipiers? Il m'avait répondu, Xavier, premier chiffre, je m'en vais ramasser Justin dans le coin. C'est deux bons amis, là, évidemment. C'était pas ça. Et le pire, c'est ce qui est arrivé. C'est un peu hors sujet, là, mais le pire, c'est que c'est arrivé premier chiffre. Ça fait 10 secondes que la puck est sur la glace. Xavier est allé frapper Maverick Lamoureux, le gros et grand défenseur dans le coin. Il est passé du plus petit au plus gros. Je peux vous dire ça, il n'a pas froid aux yeux. Ouais, parce que Maverick Lamoureux, il est quand même 6 pieds 7. Là, c'est pas, ah ouais, il est gros. Non seulement il est allé frapper Lamoureux, mais il a retiré la rondelle, puis ça a permis aux Highlanders de garder la rondelle en zone adverse. Là. Pas seulement qu'il est allé le frapper, mais il a gagné sa bataille. Puis on vient de le dire, l'autre joueur est pratiquement un pied plus grand que lui. C'est impressionnant. Là. J'aimerais ça qu'on en parle de Lamoureux parce que. Hey, j'avais hâte qu'on en parle, moi. Parce que lui aussi est éligible au prochain draft, puis c'est un défenseur qui. Tu sais, honnêtement, c'est un format de défenseur qu'on ne voit pas nécessairement souvent parce que oui, il est 6 pieds 7, oui, il est presque 200 livres, mais il a quand même un coup de patin qui est acceptable pour son gabarit. C'est pas justement une denrée rare là, dans la Ligue nationale d'aujourd'hui d'avoir le mélange des deux. Moi, je m'en confesse, là, puis je sais que moi, Marty, on n'est pas nécessairement du même avis là-dessus, mais je les aime encore, moi, les gros défenseurs, les mastodontes. Moi, j'aimais beaucoup le choix des Jets à l'époque, là, Logan Stanley, puis j'aime encore, je dois dire que j'aime encore ce choix-là, parce que, mais surtout quand c'est des cas comme, puis même la sélection de Louis Crevier là, par les Blackhawks, moi, j'ai applaudi ça, j'aimais le potentiel de Crevier. Et moi, je vois surtout qu'ils l'ont choisi. Là. Il va bien Crevier en plus. Ben, c'est ça. Mais c'est surtout qu'un gars comme Lamoureux, ben, c'est pas quelqu'un qui est pas en mesure de patiner non plus. Là. C'est quelqu'un qui a un coup de patin qui est étonnamment fluide pour sa grandeur. Il y a un énorme avantage parce que non seulement il peut se mouvoir d'une bonne façon, donc il peut aller closer le gap avec l'attaquant, mais il y a une portée monstrueuse. Donc, c'est sûr qu'il y a un avantage indéniable là, après dans n'importe quelle ligue avec son gabarit et avec son coup de patin. Là, après, ce qui va déterminer s'il va faire la LNH ou non, c'est son sens du jeu, c'est comment il va faire ses lectures. Sam Morin, lui, ça n'a jamais fonctionné. Il n'a jamais vraiment pris son envol dans la LNH, je pense, à cause de ça. Mais Lamoureux, c'est là que ça passe ou ça casse. Ouais, je peux te dire une chose, par contre, Maverick Lamoureux, et vous allez comprendre ce que je sous-entends, là, c'est un gars qui a une tête sur les épaules, qui est vraiment un gars allumé, c'est un gars intelligent. Et si tu veux, Anthony, je peux te raconter quelque chose. C'est un peu l'avantage que j'ai d'être proche des joueurs et de les voir évoluer. Camp d'entraînement l'année passée à 16 ans, moi, j'y avais parlé à Maverick, mais je ne l'avais pas vu jouer. Fait que je vais faire une ronde d'entrevue, puis la pratique se termine. Il reste peut-être 15 minutes à la pratique des voltigeurs. Puis Maverick Lamoureux, au camp d'entraînement, te pince un joueur, je ne me souviens pas qui, mais les 4 fers en l'air, comme on dit, et le regard de Steve Hartley qui se retourne vers ses assistants coach valait 1000 $. Son sourire était... Ouais, celui-là, on ne l'a pas échappé. C'est un bon choix au repêchage. Le sourire de Steve Hartley valait 1000 $ après cette mise en échec-là. Là. Puis c'est un gars physique, c'est un gars qui bouge bien. Puis surtout, c'est un gars avec une tête sur ses épaules. C'est un gentil géant, là, Maverick Lamoureux. Là. C'est le genre de gars que tu croises dans les couloirs. Il va assurément te dire bonjour. Il va assurément te sourire, vraiment un gentil géant et qui a encore de la place pour se développer. Là. Il est encore mince d'une certaine manière. Là, il y a de la place pour être encore beaucoup plus imposant. Maverick Lamoureux, c'est vraiment un candidat intéressant à mon avis. Par rapport à ce que Nick dit, c'est pas que j'aime pas les gros défenseurs. Je pense que ça a une utilité dans une équipe. C'est simplement l'endroit pour les repêcher. Tu sais, je veux dire, quand tu arrives avec un choix numéro 15, entre 15 et 20, c'est certain que je vais y aller avec un joueur offensif. C'est plus difficile d'obtenir des gars de premier trio, deuxième trio ou de top 4 qui vont prendre des minutes
entre 20, 25, 30 minutes qui vont aider ton équipe continuellement, qui vont avoir un impact parce qu'ils pensent le match, ils ont des qualités vraiment exceptionnelles au-delà de la taille. Je dis, mais ça demeure important. C'est simplement que ce type de défenseur-là, je ne vais pas prendre un choix top 20 sur eux. Ouais. Au deuxième tour, là où tu dois davantage simplement repêcher un joueur qui va jouer plutôt que de prendre un joueur qui va avoir un impact considérable, là, je le prends au deuxième tour. Moi, selon moi, Maverick Lamoureux, selon moi, c'est certain qu'il sort minimum au deuxième tour en raison de ça. Il est 6 pieds 7, il est très gros, il est physique, il est un peu méchant par moment, si on veut. Et même, je te dirais même, pour avoir vu Nolan Allen, qui, moi, selon moi, est bien moins bon défensivement qu'un Maverick Lamoureux, parce que Maverick Lamoureux bouge quand même bien. Il a un bon coup de patin. Et il est capable du moins sortir la rondelle de la zone. Là. Il est quand même bon là-dedans. Moi, je te dirais, honnêtement, en raison de tout ça, puis le fait que les équipes repêchent davantage de gros défenseurs, de gros gabarits, je serais même pas surpris qu'ils sortent fin de premier tour. Moi, honnêtement, là, je serais vraiment pas surpris. Même si ça serait pas mon choix, mais je serais pas surpris. Le sujet, c'est pas les sénateurs d'Ottawa, Marty, là, et la sélection de Tyler Boucher l'année dernière. Là, on n'est jamais à l'abri d'une surprise quand c'est le temps de drafter un gars qui a du 16. Puis lui, comme vous disiez depuis tantôt, il a plus que du 16. Iriez-vous jusqu'à dire qu'il a même un bon lancer? Ou j'exagère là, si j'avance ça? Ben non, t'exagères pas du tout. Il a un bon lancer. Il y a un bon lancer, mais là, c'est une chose d'avoir un bon lancer et de savoir l'utiliser dans un match et de ne pas te faire bloquer si t'es lancé parce que tu as un instinct offensif. Je peux te nommer Marco Scandella, là, qui est avec les Blues de Saint-Louis. C'est probablement le meilleur exemple. Marco Scandella, c'est un des meilleurs lancers frappés de la Ligue nationale. Mais il marque, on l'a vu à Montréal, là, il marque 2 ou 3 buts par saison. Quand il marque, c'est un méchant lancer, par contre. Mais il ne l'utilise pas assez parce que son sens du hockey, peut-être son sens offensif est moins là. Ça demeure pas moins ça demeure un défenseur de la LNH quand même. Bon, comment on le fait J'allais dire Maverick Lamoureux, c'est pas le gars le plus offensif là, comme tel, là, mais on verra peut-être à son année 18. Puis c'est drôle que tu as mentionné. C'est drôle que tu as mentionné les sénateurs des autres parce que c'est justement eux qui ont repêché Tyler Clevin. On peut revenir à ce débat-là avec Tyler Clevin. Mais je pense que c'est clairement l'identité que les sénateurs, avec peut-être Pierre Maguire qui est arrivé en poste, mais c'est vraiment vers ça qu'on veut aller, là, ce qu'on a vu dans le dernier repêchage. Des gars qui ont du 16 puis des attaquants de puissance, puis c'est ça qu'on vise. Fait que, moi, je vous le dis, ça pourrait être un bon fit là, à Ottawa. Bon, comme on le fait dans les 2 derniers podcasts, on parle des ligues. Après ça, on s'attarde un petit peu sur les espoirs des Canadiens qui sont dans ces ligues-là. Bon, évidemment, on a déjà fait le tour là, avec Joshua Roy un peu plus tôt dans l'émission. Mais j'aimerais ça qu'on parle des 2 autres joueurs, notamment, qui dominent la LHJMQ. Riley Kidney et Xavier Simoneau, eux aussi connaissent des saisons phénoménales. Oui, mais Simoneau et Kidney produisent à la planche. En fait, dans le cas de Simoneau, il a produit depuis le début de sa carrière junior, là, particulièrement dans les 2 dernières saisons. Là, il est excellent. Il avait même été invité au camp d'entraînement d'équipe Canada Junior l'année passée. Et ça, c'est pas à mettre de côté. Non, il a pas fait. Il a été retranché, mais quand même, le fait d'être invité et d'être considéré parmi les meilleurs joueurs juniors au monde, je pense que le Canadien, en le repêchant si loin, aura fait un bon choix et c'est un gars qu'on va voir, j'ai l'impression, plus tôt que plus tard dans l'organisation du Canadien. À quel niveau ce sera, on verra, mais plus tôt que plus tard, ça, j'en suis convaincu. Puis là, comme on dit, il brûle la Ligue présentement, il met des points sur le tableau depuis qu'il est arrivé, c'est assez phénoménal. J'aime ça, on ne pourra jamais lui reprocher son équipe de travail non plus. Là, on le sent qu'il tire son équipe vers le haut. Il prend ça à cœur. Il veut que ça fonctionne. Moi, j'adore ce joueur-là. Je ne m'en suis jamais caché. C'est vraiment un joueur qui m'a tapé dans l'œil. Puis je suis content de le voir aller parce qu'il brûle la Ligue et il le mérite. Ouais, c'est ça. C'est un gars qui a du chien. Il fait des jeux. Il est intelligent. Il ne se met pas dans des positions vulnérables non plus. J'ai hâte de le voir comme pro l'an prochain, mais c'est vraiment pas une mauvaise chose en ce moment là, qui brûle la Ligue pour une autre année. Ça pourrait être une belle histoire. Écoute, à la David Desharnais un peu, j'exclus pas qu'il va peut-être jouer des matchs avec des Lions, mais on the long run, on ne sait jamais. Dans 2-3 ans, est-ce que la porte pourrait s'ouvrir à un moment donné pour Xavier Simoneau? La Ligue évolue tellement rapidement, donne de plus en plus de chance à des joueurs de ce gabarit-là. Je ne suis pas prêt à dire que ça n'arrivera jamais. Alex,
certaines personnes avaient quand même remis en question le choix de Riley Kidney par le Canadien. On le sait, il avait été repêché quand même tôt au deuxième tour. Force est d'admettre que là, ça va extrêmement bien depuis le début de la saison avec le Titan. C'est quoi tes observations par rapport à Kidney depuis le début de la saison? Ouais, c'est un joueur qui est spectaculaire, c'est un joueur qui a une bonne vision du jeu, puis que lui aussi il est capable de mettre des points sur le tableau. Je dirais que c'est pas rare qu'il se retrouve dans les jeux de la semaine ou dans le jeu de la soirée, ce gars-là. C'est un gars qui est quand même assez intense aussi. Alors, moi, je l'aime beaucoup. Riley Kidney, c'est un chic type. Et là, en plus, récemment, il connaît toute une séquence là, avec des matchs de 3 points, 2 points, 3 points. Il affiche, il est sur une bonne séquence là, depuis 1, 2, 3, 4, 5, 6 matchs. Là, et il enchaîne les points à une vitesse complètement folle. Je pense pas que le Canadien va regretter ce choix-là à long terme. Évidemment, c'est pas le plus gros Riley Kidney, mais quand même, il se débrouille vraiment bien. Et il n'y a pas si longtemps, il est encore parmi les meilleurs marqueurs de la Ligue. Ouais, puis moi, j'adore son aptitude à ralentir le jeu. Il est capable de réaliser que, OK, j'ai pas vraiment d'options, tout est pas mal contré. Je vais prendre le temps, je vais faire un petit tour sur moi-même, je vais laisser le jeu se développer, puis par la suite, il y a une bonne vision de jeu, il y a une bonne passe pour être capable de repérer ses coéquipiers et de créer des opportunités. C'est pas un joueur qui est comme Nord-Sud, je me pose pas de questions, je m'en vais au filet. Il est capable de dire, OK, là, c'est un bon moment, on est dans la zone, il n'y a pas de presse, j'ai pas trop de pression, je suis capable d'attendre. Moi, j'adore cette intelligence-là, puis je pense que ça se transpose bien lorsqu'il va arriver, que ce soit dans la Ligue américaine ou encore dans la Ligue nationale. On parle beaucoup de ces deux joueurs-là parce qu'évidemment, ils font partie du top 5 des meilleurs pointeurs de la Ligue junior majeure du Québec. Kidney a 27 points, tandis que Simoneau en a 28. On parle un peu moins de William Trudeau, qui est quand même une sélection un peu plus tardive du Canadien. Parle donc, Alex, du défenseur de Charlottetown. William, c'est un défenseur complet, qui a peut-être pas le début de saison offensif qu'il aurait espéré, mais c'est quand même un joueur complet. Il fait partie d'une brigade défensive qui est tellement, tellement bonne dans la LHJMQ. Alors, il a peut-être un peu moins de place qu'il aurait dans une autre équipe parce que, il y a un gars comme Cormier qui joue avec lui. Alors, Lucas Cormier, moi, j'étais même surpris qu'il revienne dans la LHJMQ. Je m'attendais à ce qu'il fasse le saut dans la Ligue nationale de hockey cette année. C'est un espoir de Las Vegas. Et puis, c'était un des meilleurs patineurs probablement de son âge au monde. Là. Alors, il joue dans une équipe où la défense, elle est exceptionnelle, mais je ne serais pas surpris de le voir produire beaucoup plus, même si ce n'est pas sa priorité nécessairement, là, peut-être après Noël. Là. Merci beaucoup, Alex, de ta présence sur le podcast. On espère que vous avez apprécié à la maison. Un peu comme on le fait à chaque semaine. Là, aujourd'hui, c'était vraiment la LHJMQ, puis on s'est dit pourquoi pas inviter notre bon ami Alexandre qui travaille maintenant pour la Ligue. Merci aussi à Joshua Roy qui s'est prêté au jeu, qui a été avec nous pendant la première demi-heure de l'émission. C'est extrêmement apprécié. On espère qu'il a aimé son expérience et on espère que vous aussi à la maison, vous avez apprécié cet épisode du podcast La Relève. En attendant celui de la semaine prochaine, on vous invite à nous suivre sur la page Twitter Podcast La Relève. On pose beaucoup, on répond à vos questions. N'hésitez pas à communiquer avec nous, ça nous fait plaisir de vous informer. Et sinon, vous pouvez suivre notre page Facebook ou encore notre page Twitter et YouTube. À mon nom personnel et en celui de mes collègues, je vous souhaite de passer une belle soirée. Ciao. Salut là.